Entre beauté et hospitalité sans pareil, c'est une Afrique riche dans sa diversité, une Afrique ancestrale. Un destin commun, une même route, un même chemin, celui de la prospérité. Brassage des cultures et civilisations. Brassage, votre émission socio-culturelle sur Ifriqiya FM. Bienvenue au premier numéro de Brassage 2026 avec une version nouvelle, d'autres voix qui se joignent à moi aujourd'hui et durant toute la saison. Soraya Ruslan m'accompagnera dans cette belle aventure, une aventure planifiée puisque chaque mercredi nous vous retrouverons pour l'actualité et l'intemporel de la culture. Bonne et heureuse année à vous tous, bonne année Amar. Amar nous accompagne aujourd'hui à la technique et de la part de toute l'équipe d'Ifriqiya FM, je vous souhaite une très bonne année. Soraya, nous sommes dans la même navette et quel plaisir pour moi d'être en votre compagnie. Bonjour Nerimen, tout d'abord meilleurs vœux et bienvenue chers amis et auditeurs d'Ifriqiya FM dans cette nouvelle aventure humaine avant tout Nerimen. Une aventure africaine aussi. Africaine justement, qui va nous mener à découvrir un petit peu les richesses de notre vaste continent. Parmi ces richesses, nous avons choisi un thème aujourd'hui. Il est question d'un événement qui honore l'Afrique, notre continent, et qui rend à l'histoire tous ses droits. Absolument, Nerimen, vous l'avez bien dit, que justice soit faite à l'Égypte après l'inauguration d'un des plus grands musées au niveau du Caire. Ils ont mis une vingtaine d'années pour le construire. Vous venez de le confirmer, ils ont pratiquement mis 20 années pour construire ce véritable joyau architectural dont il faut rappeler quand même représente une véritable richesse pour l'humanité. Et beaucoup de contributeurs, en l'occurrence, je crois le Japon. Beaucoup de mécènes également, oui, de donateurs qui ont contribué un petit peu au financement de cet édifice-là. Alors pour une petite fiche technique de ce musée, Nerimen, si vous le permettez, bien sûr. Petite fiche descriptive. Alors il faut savoir qu'il a été inauguré le 25 novembre dernier en présence de grandes délégations de chefs d'État qui sont venus d'un peu partout pour assister à cet événement. Notre ministre de la Culture aussi était présent. Oui, notre ministre de la Culture également, envoyé par le président de la République, Abdelmajid Tebboune, elle représentait l'Algérie à cet événement, il faut le dire, grandiose, qui a réuni un grand nombre d'invités et de participants. Ce musée du Caire, il est situé à Gizeh, juste à côté des pyramides, donc à quelques kilomètres du Caire. C'est peut être une bonne nouvelle pour les visiteurs qui sont sur le même plateau, on découvre tout. On dit que c'est la 4e pyramide du plateau de Gizeh. Absolument. Et ce qui fait son importance, tout d'abord, c'est le plus grand musée archéologique qui est dédié à une seule civilisation, celle de l'Égypte ancienne elle-même. Pharaonique. Pour avoir une idée des richesses qui abritent cet édifice, il abrite pratiquement plus de 100 000 pièces et présente pour la première fois l'intégralité de la collection funéraire de Toutankhamon. Et parmi les pièces rares, la statue colossale de Ramsès II qui date d'environ de 32 000 ans. Et elle est immense. Immense et elle pèse, tenez-vous bien, environ 83 tonnes. Alors sa conception, elle offre pratiquement des vues spectaculaires sur les pyramides depuis l'intérieur du musée. Pour le visiteur qui est de passage, c'est un véritable spectacle qui s'offre à ses yeux. Et il faut savoir aussi que ce musée remplace progressivement l'ancien musée égyptien du centre du Caire, dont les collections ont été transférées à ce vaste musée. Une petite visite guidée pour nos amis auditeurs. Dès l'entrée, on est tout de suite accueilli par une statue monumentale de Ramsès. C'est fabuleux, vous voyez. Et elle pèse pratiquement plus de 80 tonnes. Vous imaginez 80 tonnes. Pour l'anecdote, elle représente une des plus belles pièces à l'entrée du musée Nerimen. Donc il faut penser à prendre de très très belles photos. Les œuvres colossales, les œuvres monumentales, on peut dire qu'elles n'ont pas pu être transportées par l'ex-colonisateur. Dans le cas de la spoliation, c'est pour ça qu'elles sont restées. Et j'espère
j'espère que l'Égypte va engager le processus de récupération des biens spoliés durant la colonisation, récupérer les œuvres qui sont au musée du Louvre en France, au British Museum, Londres. Voilà, l'Afrique est en train de travailler dans ce sens-là. Puisque vous ouvrez justement la parenthèse, Oui. Narimane, par rapport à cet héritage, il faut dire aussi que la spoliation du patrimoine égyptien, c'est un phénomène qui a débuté depuis l'Antiquité. Il s'est intensifié surtout au 19e siècle, à l'époque des grandes expéditions européennes. Et à partir de l'expédition de Napoléon en 1798, l'Égypte devient ainsi un immense terrain de fouilles pour aventuriers, diplomates et archéologues occidentaux. À l'époque, les lois étaient un petit peu floues et il y avait un problème de fuite juridique, le système du partage des fouilles qui a permis aux puissances étrangères d'emporter des statues, papyrus, sarcophages et bijoux. Aujourd'hui, résultat, pratiquement, vous venez de le dire et vous venez de le préciser lors de vos propos, que des milliers de pièces majeures se retrouvent aujourd'hui au British Museum à Londres, au Oui. Louvre et au musée de Berlin. Autre fait inédit, c'est que parmi ces objets justement emblématiques, hors d'Égypte, on parle beaucoup de la pierre de Rosette. La pierre de Rosette qui est la clé du déchiffrement des hiéroglyphes, qui est actuellement, tenez-vous bien, elle est conservée à Londres. Et le buste de Néfertiti, qui est exposé également au musée de Berlin, et de nombreuses obélisques et statues et momies qui sont répartis en Europe et en Amérique. Pour l'Égypte, bien sûr, ces objets d'art ne sont pas uniquement des simples œuvres d'art, mais c'est des fragments de son identité et de sa mémoire collective. Là, actuellement, le débat est là, justement. J'avais reçu dans une des émissions précédentes un des représentants de la commission, Monsieur Kahn, qui m'avait instruite sur le silence de l'Europe, de l'ex-colonisateur, disons, des envahisseurs, leur silence et leurs conditions de construire d'abord de grands musées pour accueillir les œuvres qui ont été spoliées. La problématique, Narimane, se situe justement par rapport à la restitution de ces objets d'art qui sont un petit peu répartis à travers le monde. Il semblerait, d'après l'histoire, que ces objets ont été déplacés dans des conditions un petit peu lamentables. Et aujourd'hui, l'Égypte réclame justice à ce que ces objets soient en la possession de l'Égypte. Mais le problème qui s'est posé à l'époque, c'était que les Européens avaient pris comme argument que l'Égypte n'avait pas les moyens et les nécessaires conditions. pour justement conserver Oui. ces trésors archéologiques. C'est ce qu'ils disent à la plupart des La plupart. pays. Donc, ce sont les arguments que les Européens avancent pour essayer de se justifier par rapport à la restitution de ces biens. C'est injustifiable. Et il faut dire aussi que depuis plusieurs décennies, l'État égyptien réclame la restitution des pièces majeures. Il faut aussi dire que certaines restitutions ont déjà eu lieu, notamment après des preuves de trafic. L'ouverture du grand musée égyptien s'inscrit dans cette dynamique. Et aujourd'hui, on peut dire que l'Égypte dispose des moyens scientifiques et muséographiques pour conserver, étudier et valoriser son patrimoine sur son propre sol, tout simplement. Comme la plupart des autres pays africains. Je voudrais revenir à la datation de ces pyramides. Vous en avez parlé tout à l'heure, Soraya. Les pyramides de Gizeh, Khéops, Képhren et Mykérinos datent à peu près de 3500 ans avant l'ère chrétienne. Par contre, il y a eu des artefacts qui dateraient de 4000 à 5000 ans avant cette datation. Et quand on compare aussi à ceux qui nous ont sortis de la préhistoire, c'est-à-dire les Sumériens en Irak, il y a eu aussi d'autres artefacts et même des constructions colossales qui dateraient de 6000 ans avant l'ère chrétienne. Ces vieilles civilisations, est-ce que vous avez l'impression, comme moi, qu'elles étaient arrivées à leur apogée, à un certain niveau, le summum de l'intelligence humaine, et ensuite il y a eu décadence? Et est-ce que vous sentez que nous sommes aujourd'hui, l'humanité de ce millénaire, un peu comme ces gens? Je partage un petit peu votre point de vue lorsqu'on essaie de voir que toutes ces civilisations qui se sont succédées ont eu leur temps d'apogée. Là, c'était les découvertes, il y a eu des moments de gloire, aussi bien la civilisation égyptienne, d'autres civilisations également. Beaucoup de guerres ont participé un petit peu au déchirement de ces civilisations, au morcellement de civilisations. Le butin le plus lourd a été géré dans le domaine culturel. Vous voyez, c'est
toutes ces guerres qui ont contribué un petit peu. C'est un cycle. C'est un cycle qui a contribué à l'effritement de toutes ces civilisations qui ont fait la gloire de l'humanité, et notamment du continent africain, qui regorge également de véritables œuvres d'art, aussi bien matérielles qu'immatérielles. On le voit pratiquement avec tous les efforts de grandes organisations internationales comme l'UNESCO pour la préservation de ces sites. Mais je pense qu'actuellement, il y a une prise de conscience quand même. Soraya Brassage a sélectionné quelques extraits de l'ouverture grandiose, et nous aurons à écouter un extrait aussi du discours du président égyptien. Allez, go, on écoute. C'est une inauguration attendue et surtout en grande pompe pour l'Égypte. Pas peu fier d'enfin présenter le grand musée égyptien, considéré comme le plus grand musée au monde destiné à une seule civilisation. Un joyau à plus d'1 milliard de dollars. Nous allons tous célébrer aujourd'hui ce jour d'inauguration. Cet édifice est présenté par l'Égypte comme un cadeau au monde, de la part d'un pays dont l'histoire a commencé il y a plus de 7000 ans. La statue de Ramsès II, 11 mètres de haut pour 83 tonnes. Un monument qui donne le ton aux touristes. Franchement, je ne m'attendais pas à une telle splendeur. C'est indescriptible. Véritablement remarquable. Il faut dire qu'avec plus de 50 000 mètres carrés d'exposition et des travaux titanesques, le musée entend bien devenir la 4e pyramide du plateau de Gizeh. Avec au total près de 100 000 artefacts, dont 5 000 n'avaient jamais été exposés. Stimuler le tourisme, c'est l'objectif numéro 1 de l'Égypte, qui espère ainsi renforcer son prestige à l'international. مصرية أنا وأفتخر بانتمائي لأقدم شعب وأول حضارة وأول جيش نظامي على وجه الأرض وأول دولة في العالم لها تاريخ مكتوب. ومحظوظ اللي اتولد في بلد. Heureux celui qui naît dans un pays où l'art est honoré et gravé sur les murs, et cela depuis des millénaires. J'ai appris de mes ancêtres que la force n'est pas dans les armes, mais dans une idée qui vit. Chaque guerre vole des années de vie et chaque paix crée la vie, la construction, la prospérité. De Thèbes à Memphis jusqu'à la nouvelle capitale, nos ancêtres nous ont appris que celui qui bâtit et enseigne est toujours en avance sur son temps. Nous ouvrons nos portes à toutes les cultures et accueillons toutes les religions, car comme nos ancêtres, nous croyons que notre paix d'aujourd'hui est notre civilisation de demain. De la pierre est sortie l'histoire et de gravures sur les murs, donc la mémoire. Le grand musée égyptien n'expose pas un endroit, mais réveille ce qui viendra. Ceux qui connaissent ses racines peut créer l'avenir. Maintenant, place à l'allocution du président de la République arabe d'Égypte, Abdel Fattah al-Sisi. Au nom de Dieu le clément, le miséricordieux, grâce à Dieu, mesdames et messieurs, vos majestés, vos altesses, vos excellences, hôtes distingués, le grand peuple d'Égypte, que la paix et la miséricorde de Dieu soient sur vous. Bienvenue sur la terre d'Égypte, le pays le plus ancien connu dans l'histoire. La civilisation a écrit ses premières lettres et le monde a connu l'émergence de l'art, de la pensée, des cultes. L'Égypte ancienne a inspiré les peuples du monde entier et des bords du Nil a cheminé les lueurs de la sagesse pour illuminer la civilisation et le progrès de l'homme, et annonçant que les édifices de l'humanité se construisent en temps de paix et se prolifèrent grâce à la
coopération entre les peuples. Aujourd'hui, alors que nous célébrons l'inauguration du Grand Musée égyptien, nous ouvrons un nouveau chapitre de l'histoire, du présent et de l'avenir dans la cause de cette grande nation, dans le plus grand musée du monde, consacré à une seule civilisation, la civilisation égyptienne dont l'éclat ne s'éteint jamais. Cet édifice n'est pas un simple monument pour préserver les artefacts, mais c'est une attestation du génie de l'homme égyptien qui a édifié les pyramides et qui a gravé les murs pour le chemin de l'éternité, une attestation qui raconte aux générations l'histoire d'un pays dont l'histoire remonte à des siècles, qui illumine toujours le présent et qui continue de servir l'humanité. Mesdames et messieurs, cet accomplissement que nous nous honorons d'inaugurer est le fruit d'une coopération internationale élargie avec un nombre de sociétés et d'institutions internationales. N'oublions pas le grand soutien apporté par le Japon, ce pays ami, au profit de ce projet civilisationnel. Je voudrais également rendre hommage aux efforts déployés par nos enfants tout au fil des années. Mesdames et messieurs, le Grand Musée égyptien est une image concrète qui reflète le parcours d'un peuple qui a habité les rives du Nil depuis des millénaires. L'Égyptien a toujours été persévérant, généreux, patient, constructeur de civilisation et constructeur de la gloire et fier de son pays. Le Nil est l'origine de l'histoire. Grâce à lui, nos ancêtres ont habité les vallées. Bien avant le temps, le Nil a parcouru nos terres, creusé la vallée, avec son limon rouge et fertile. Le Nil, c'est l'eau, la nourriture, la verdure, c'est la pêche, c'est le bien et la sécurité. Et dans la loi de Math, nos ancêtres ont juré devant la déesse de la justice, le Nil pour nous c'est l'existence, et encore et pour toujours, il représentera la vie. Il y a 103 ans, presque jour pour jour, il y avait un petit garçon, il s'appelait Hussein Abdelrassoul, il portait une gourde d'eau qu'il posa sur le sable. Il entendit un bruit étrange, par curiosité, il creusa la terre, sous ses pieds, et il découvrit des escaliers menant à une porte scellée par un sceau royal. Il ne savait pas encore qu'il se trouvait en face de la plus grande découverte archéologique du monde, celle de la tombe de Toutankhamon. Le petit garçon courut prévenir Howard Carter, l'archéologue britannique qui fouillait la vallée des rois depuis 1917. Il suivit alors Hussein et découvrit une tombe intacte, fermée depuis 3000 ans. À l'intérieur, il vit des quantités énormes d'or et lorsqu'il ouvre le cercueil du roi, il tomba sur le masque d'or de Toutankhamon. C'est fascinant. Dans la tombe se trouvaient aussi 5992 pièces. Aujourd'hui, tous les trésors du roi sont entreposés au Grand Musée égyptien. Donc les barques du roi Khéops sont les plus grandes et les plus anciennes de l'histoire. Nous les avons trouvées enterrées et démontées tout près de la grande pyramide. Après des milliers d'années, des milliers de pièces de bois furent découvertes intactes. Ce qui est le plus étonnant, c'est qu'aucun clou ne les unissait. Ces barques accompagnaient le roi dans son dernier voyage vers la rive occidentale. Selon les croyances de nos ancêtres, le roi reposait entouré de tous ceux dont il aurait besoin dans le monde de l'au-delà. Aujourd'hui, nous sommes ensemble, Soraya Arslan et moi-même, pour toute la saison 2026. Encore une fois, pour ceux qui ont pris le train en route, bonne année, meilleurs vœux, santé et bonne écoute de nos programmes sur Efleria FM. Nous venons d'écouter les propos du président de la République égyptienne. En effet, c'était une ouverture son
et images, beaucoup de lasers, beaucoup d'effets, des tenues de l'époque, des reconstitutions de scènes, l'ouverture du nouveau musée du plateau de Gizeh. On a terminé notre petite visite, Soraya. Pas encore, rien ne vaut le déplacement, ma chère amie. Et c'est ce qui nous amène à parler de cette visite guidée et à parler un petit peu et à aller à la découverte des trésors funéraires du roi. Et il faut dire aussi que c'est la section qui est la plus visitée du musée. Plus de 5000 objets ont été trouvés dans sa tombe. Vous imaginez? Celle de Toutankhamon. Ah oui, donc, qui est mort tout jeune. Hein. Dans sa tombe, on a retrouvé plein d'objets qui sont exposés pour la première fois au monde. Sur place, au musée, bien sûr, vous pouvez voir avec beaucoup de plaisir le masque funéraire en or massif, tenez-vous bien, des lits, des chariots immobiliers du tombeau, des bijoux, amulettes, objets quotidiens qui sont préparés pour l'au-delà. C'est une riche collection qui raconte non seulement la vie du jeune pharaon, vous l'avez bien dit, hein, tout à l'heure, la jeune pharaon, il est mort très jeune, mais aussi des croyances funéraires de toute une civilisation. Le musée, il est organisé en grandes zones chronologiques qui couvrent la préhistoire et l'ancien empire, le moyen et le nouvel empire et l'époque gréco-romaine. De quoi vous donner le tournis en se baladant dans ce musée. Des sections qui vous permettent un petit peu de comprendre l'évolution de la société, de la royauté humaine. C'est un véritable voyage dans le temps, d'être un petit peu en contact de ces pratiques religieuses et de l'artisanat égyptien. C'est très impressionnant, surtout quand on est à côté d'un sarcophage et qu'on a la momie. Moi, ça m'est arrivé une fois dans un musée que je ne nommerai pas, qui se trouve ailleurs en Europe, face à une momie. C'est très impressionnant. Moi, j'ai eu l'occasion de voir un documentaire, justement, par une équipe de chercheurs européens, partis sur les traces de ces momies. C'est un reportage qui m'a impressionné. On voit une momie, la chair de poule, et aussi l'état de conservation de ce corps. Moi, j'ai eu l'occasion de visiter l'Égypte. C'est une civilisation quand même qui m'a toujours impressionné. On est ému de voir quand même les pyramides. Et alors les pièces qu'il ne faut pas rater surtout, c'est Narmar Palette. C'était un des premiers documents politiques jamais créés qui symbolise l'unification de l'Égypte ancienne. En hiéroglyphe. En hiéroglyphe. Et bien sûr la statue de Khafra qui offre un véritable aperçu fascinant de l'art royal en Égypte. Et c'est réparti dans des ailes différentes, la Haute-Égypte, la Basse-Égypte. Oui, mais ce musée est organisé en plusieurs sections. Vraiment, le déplacement vaut la peine. Et justement, c'est le but un peu parce que le président égyptien a mis l'accent sur le tourisme. Le tourisme, c'est un maillon important pour le développement de l'économie du pays. Et ça peut aussi contribuer à renflouer les caisses, justement. Le tourisme peut être un levier de développement économique, social et politique même. Et ce musée aura une contribution de pouvoir contribuer à la relance du tourisme en Égypte. L'Égypte quand même, qui au-delà de ce musée est un véritable grand pays, une grande civilisation, de grands chanteurs, son architecture également qui symbolise l'art, qui a une grande histoire, une grande civilisation. Et qui est un pays africain. Un pays africain. Maintenant, le cheval de bataille des pays africains, c'est de contribuer à développer le tourisme en Afrique. Ça, c'est très, très important. Aussi bien en Afrique de l'Ouest qu'en Afrique de l'Est. On le voit, par exemple, à travers l'Afrique de l'Est, l'île de Zanzibar, qui n'a rien à envier aux îles Fidji, aux Maldives. Je voudrais bien qu'on revienne la semaine prochaine sur l'Égypte, encore une fois, mais sur cette grande civilisation, mis à part le musée qui a été inauguré en novembre dernier. Revenir sur cette grande civilisation et les différentes dynasties aussi qui ont dirigé la période pharaonique. À propos de cette grande civilisation, la mettre en parallèle avec les Sumériens, bien sûr, d'Irak. Un petit clin d'œil à cette civilisation, bien sûr. Depuis toujours, l'Égypte a toujours fasciné par ses pyramides, ses pharaons, ses hiéroglyphes qui semblent parfois venir d'un autre monde. Et il faut également savoir, Nélimène, que l'Égypte antique n'est pas uniquement une civilisation isolée. Bien au contraire, elle est profondément africaine. Et je dis bien, je pèse bien mon mot, africaine par sa géographie, son histoire riche et ses racines. L'Égypte est née il y a plus de 5000 ans au nord-est du continent africain et son existence est intimement liée au fleuve, le Nil, le qui fait toute de la vie au niveau de l'Égypte. Alors, chaque année, les crues du Nil sont pratiquement synonymes de fertilité, d'abondance. Elles ont permis le développement de l'agriculture, l'organisation de la société et l'émergence de l'un des premiers états de l'histoire humaine. Je pense que sans le Nil africain, il n'y aurait pas eu de civilisation égyptienne.
l'Égypte antique n'a jamais été coupée du reste de l'Afrique. L'Égypte qui, à l'époque, entretenait des relations très étroites avec les peuples du Sud, notamment la Nubie, justement, appelée aussi le royaume de Kouch, situé actuellement dans l'actuel Soudan. Les échanges entre ces deux pays étaient très constants dans le domaine de l'or, l'encens, le savoir-faire, mais tout ce qui concerne traditions religieuses et culturelles. Mieux encore, à certains moments de l'histoire, ce sont des rois carrément africains venus du Sud qui ont régné sur l'Égypte. Les fresques et les statues montrent actuellement une grande diversité de teints et de traits typiques des populations africaines. Il y a des similitudes entre les deux. Vous savez c'est quoi, Mérimène? Oui. Alors la religion justement qui partage de nombreux points communs avec d'autres traditions africaines anciennes. Et pendant justement longtemps, l'histoire coloniale a tenté de détacher l'Égypte de son continent africain. Oui, il faut pas oublier qu'avant le découpage de la conférence de Berlin, avant la colonisation, avant 1884, les frontières étaient naturelles. Il y avait des royaumes, des empires comme celui d'Aksum du Ghana, l'empire de Gao, l'empire du Mandé en Afrique de l'Ouest, l'empire Songhai et puis les califats au nord. Et le découpage s'est fait comme un gâteau. Vous l'avez bien cité, ça s'est fait le découpage comme un gâteau, mais grâce aux efforts de certains chercheurs africains, dont qui justement aujourd'hui le mérite leur revient, comme par exemple Cheikh Anta Diop ou Théophile Obenga, qui ont rétabli une vérité essentielle en disant que, et en arguant que l'Égypte antique est l'un des fondements majeurs de l'histoire africaine. C'est grâce à ces hommes, à ces érudits, qui ont su restituer l'appartenance et l'histoire de l'Égypte. Et aujourd'hui, ce qui est important de relever, c'est que cette réalité est de plus en plus reconnue par les historiens et les institutions internationales. Ça, c'est un fait qui est très, très important à relever, justement. Et en fait, l'Égypte antique n'est pas un mystère venu d'ailleurs, c'est une grande civilisation africaine qui est née du Nil, façonnée par l'Afrique et rayonnante sur le monde. En un mot, se souvenir de cette histoire, c'est aussi redonner à l'Afrique qui lui revient dans l'histoire universelle. Merci beaucoup, Soraya. Ça a été un intense plaisir de partager cette émission et de la partager encore et encore jusqu'à la fin de la saison. Je l'espère. Avec vous. Donc, on se retrouvera mercredi prochain, 9h30. Rendez-vous est pris pour la semaine prochaine, chers amis. Promis. Merci beaucoup, chers auditeurs. Nous nous retrouverons comme prévu mercredi prochain à partir de 9h30. Merci, Soraya. Encore une fois, bonne année, santé, prenez soin de vous et n'oubliez pas que Ifriqiya FM, la voix africaine.